Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 29 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Subprime, le retour. Et ben voilà, cette question, elle revêt un double aspect. Bon, on va commencer d'abord par l'aspect subprime en tant que créance adossée à de l'immobilier. Bon, il n'y a plus de subprime, je vous rassure. Voilà. Par contre, il y a plus de dettes immobilières qu'il n'y en avait en 2007 ou 2008. Un encours, donc, plus important. On était, je crois, à 9 500 milliards d'encours de dettes hypothécaires en 2008 et on est aujourd'hui à 13 500. Donc on est 40% au-delà en termes d'encours. Et ce qui est un petit peu normal d'ailleurs parce que le prix de l'immobilier depuis 2007 a carrément doublé aux États-Unis. Donc on va dire que mécaniquement, il fallait s'attendre à un gonflement de la bulle, à nombre de transactions constantes, vu la hausse du prix de l'immobilier. Sauf que là, nous assistons à un dégonflement des prix immobiliers aux États-Unis qui est plus rapide que sur la période 2006, 2007, 2008. On est sur un rythme là de moins 5,10 en l'espace de 6 mois. Ça veut dire qu'en rythme annuel, on pourrait être pas loin de moins 10%. Mais moins 10% par rapport à des prix qui ont doublé en l'espace de 10 ans, puisque la remontée des prix immobiliers a commencé en fait en 2012, vous voyez quand même qu'on est encore très très loin d'avoir dégonflé la bulle. Et c'est une vraie bulle parce que l'immobilier, bien sûr, le prix de l'immobilier a progressé beaucoup plus vite que le pouvoir d'achat. Donc cette absence de pouvoir d'achat a été compensée une nouvelle fois par le crédit, l'orgie de crédit, lorsque les taux sont tombés à zéro et que l'hypothécaire, lui, était environ 3% au plus bas historique. Et donc vous avez énormément de gens qui ont emprunté entre, on va dire, avril-mai 2020, puisque en mars et avril c'était le lockdown, donc plus personne n'achetait quoi que ce soit, évidemment. La hausse des prix a commencé en fait en mai 2020. Elle a été absolument fulgurante. Elle était à ce point fulgurante qu'on est passé sur un rythme de plus de 15% de hausse à l'année, et que vous avez pratiquement tous les emprunteurs qui, à l'époque, soit ont renégocié leur crédit, soit se sont lancés dans un nouvel achat, ont encore augmenté la mise. Vous voyez où je veux en venir ? C'est que toutes les renégociations qui ont eu lieu en 2020-2021, tous les achats qui ont été faits lorsque les taux étaient très très bas, ces achats vont devoir être refinancés car on est aux États-Unis sur du taux variable. Donc vous avez des gens qui ont d'abord acheté à 3 ou qui se sont refinancés à 3 et qui aujourd'hui vont devoir faire face à du 6,20, 6,30 et il n'y a pas longtemps c'était même au-delà de 7. Autrement dit, avec ces niveaux de coûts de refinancement, vous avez énormément d'emprunteurs qui sont, comme on dit, sous l'eau et qui risquent effectivement de devoir vendre leurs biens à n'importe quel prix parce qu'ils ne peuvent évidemment pas tenir ou alors se feront saisir ce bien par leur banque. Alors, l'autre aspect de ce dégonflement, de cet éclatement de la bulle immobilière, c'est que vous avez beaucoup de banques qui, pour pouvoir répondre à la demande très forte de crédit qu'il y a eu en 2020, 2021 et jusqu'à début 2022, eh bien, les banques ont émis énormément de titres de créances court terme, un petit peu comme les fameux ATI du Crédit Suisse, c'est-à-dire des obligations non sécurisées, mais dotées d'un bon rendement pour attirer les acheteurs. Donc c'était extrêmement sexy, ces émissions obligataires des banques, pour pouvoir faire du crédit immobilier derrière.
des émissions avec du rendement, bon, pas très sécurisé, mais beaucoup de rendement. Et alors là, ce genre d'obligation hybride, convertible en capital, là, ça a toutes les caractéristiques d'un subprime. Ben oui, vous savez que c'est risqué, vous l'avez acheté parce qu'il y avait du rendement, et avec le Crédit Suisse, vous découvrez que ça peut valoir zéro. Donc du coup, quand les banques vont venir à nouveau, parce qu'elles vont avoir besoin à leur tour de refinancer tous ceux qui aujourd'hui arrivent à l'échéance des emprunts qu'ils ont contractés en 2020-2021, eh bien, vont devoir réémettre. Mais qui va aujourd'hui acheter ce genre de produit extrêmement risqué? Ça y est, le risque s'est matérialisé avec le Crédit Suisse. Donc là, on est effectivement sur un gros souci latent de problèmes de refinancement des banques. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire si elles ne peuvent pas lever de l'argent comme elles le faisaient avec ces émissions Coco ou AT1? Eh bien, elles vont tout simplement fermer le robinet du crédit pour les clients, tout simplement. Et à ce moment-là, eh bien, ça sera le déclenchement brutal d'une récession. Voilà, donc pour ça que quand je vous disais que les subprimes bis, peu importe finalement qu'on colle une étiquette subprime, ce que je voulais vous démontrer, c'est qu'on va probablement vers une raréfaction brutale du crédit dès qu'on aura pris conscience que des émissions obligataires risquées, aujourd'hui, ça ne trouve plus preneur.